Bonjour à tous, bonjour et très bonne fête des femmes à toutes les femmes tunisiennes et les femmes dans le monde. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la Journée de la femme. Nous allons revenir sur un sujet qui nous tient à cœur et dont les femmes sont confrontées au quotidien dans leur défi en tant qu'entrepreneurs, qui est l'accès au financement. Donc, avec la participation de nombreux experts et de leaders d'opinion de l'écosystème entrepreneurial tunisien, nous reviendrons sur les différentes options qui s'offrent aux femmes entrepreneurs en Tunisie aujourd'hui en termes d'accès au financement. Je vais laisser la parole tout de suite à nos partenaires, donc les partenaires du projet Mashroui. Je rappelle que ce webinaire a été organisé en collaboration avec l'organisation The Next Woman Tunisie. Et nous allons démarrer tout de suite avec un mot d'introduction de la part de nos partenaires. Pour démarrer, donc, je laisse la parole au directeur de mission pour USAID Tunisie, Monsieur Peter Riley. Mr. Riley. Good. Thank you for that introduction. Good morning, everyone. Bonjour à tous. My name is Peter Riley. I'm the USAID director here in Tunisia. صباح الخير جميعا. أود أن أشكركم على هذا التقديم الرائع. أنا بيتر رايلي وأنا المدير التنفيذي لوكالة التعاون الأمريكي في تونس. So I want to start by thanking the Mashroui team for putting together this webinar today, and I want to also wish everyone here a very happy International Women's Day. أود أن أشكر جميع فريق مشروعي على تنظيم هذه الندوة الافتراضية، وكذلك أود أن أتمنى للجميع هنا يوما سعيدا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. This year's International Women's Day is taking place at a moment when we are tackling many global challenges, and particularly the COVID-19 pandemic. يتزامن اليوم العالمي للمرأة هذا العام مع زمن نتصدى فيه للعديد من التحديات العالمية ولا سيما جائحة كوفيد-19. And we are aware at USAID that the COVID-19 pandemic has had a massive effect on the economy, on the public health sector, on the socials, on society, and it's even affecting governance in Tunisia. It's a major challenge. ونحن على وعي كبير بالتأثيرات السلبية نتيجة لجائحة كوفيد-19 سواء كان على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي وكذلك على مستوى الاقتصاد في الدولة التونسية بالأخص. And we are particularly committed here at USAID to trying to help Tunisians, the government of Tunisia and private sector Tunisians, men and women, to relaunch the economy and get back on track toward a more normal life. Over. ونحن كذلك على تمام الاستعداد لمد يد المساعدة إلى الحكومة التونسية وذلك لإعادة عجلة الاقتصاد إلى منوالها العادي وذلك لتطويره سواء كان على مستوى الاقتصاد المتوجه للمرأة أو الرجل. You know, over the last several years, we've witnessed remarkable strides in women's rights and leaderships around the globe, and in particular in Tunisia. But despite this progress, women's voices are still routinely overlooked and their opinions often ignored. Over. على مدى السنوات العديدة الماضية شهدنا خطوات ملحوظة في مجال حقوق المرأة والقيادة، وعلى الرغم من ذلك لا تزال أصوات النساء يتم تجاهلها بشكل روتيني وكذلك يتم تجاهل آرائهن. So we recognize that in normal times, but especially in times of stress, and that's the kind of, we are in a time of stress here in the year 2021. It's vital to increase the number of women decision makers. And this is a priority for USAID in the world and in Tunisia. ونحن كذلك نعي بأننا نمر بأوقات عصيبة، فلذلك علينا أن نساعد سواء كان القدرات النسائية لتطوير الاقتصاد والدفع به إلى الأمام.
And I'm sure I don't need to tell the people here in this conference, but we also know that even when women are in roles of authority, they often face difficult hurdles to apply and make use of their power and authority over. ولا نحتاج إلى التأكيد على الأوقات العصيبة والظروف العصيبة التي تمر بها المرأة في تونس، ولكننا نمد لهم يد العون والمساعدة. In Tunisia, under the Mashroui Project, but under a number of our other USAID initiatives, we're working to create a better, more productive environment for women entrepreneurs in Tunisia. And we're particularly interested in enabling women to access, to improve their access to finance and to excel in their business ventures. سواء كان عن طريق برنامج مشروعي أو العديد من البرامج الريادية الأخرى، نحن نعي تماما أهمية ولوج المرأة الريادية والقيادية في تونس إلى مصادر التمويل التي تساعدها على تطوير مشاريعها نحو الأفضل والتقدم بها. Every one of us has a role to play in advancing women's economic opportunities. And the issue is it's not simply a women's issue. It's an issue that affects all of society. It affects men, it particularly affects families, and it affects the well-being of society over. نحن نعي بأن هذه المشاكل لا تمس بالأخص المرأة فقط، بل هي تمس الرجال والنساء، ولكننا نعي بأهمية دعم هذه المجهودات لدفع الاقتصاد نحو الأمام. Tunisia has a unique status for women in the region, and the country is at the forefront of women's rights in the Arab world. And I think Tunisians have something to be proud of in that fact. Over. تتمتع تونس بمكانة فريدة للمرأة في المنطقة، وتحتل تونس كذلك مواقع الصدارة في مجال حقوق المرأة في العالم العربي، ولها مجال متميز في العالم أجمع. Gender equality indicators in Tunisia are truly impressive. The literacy rate of women is 72%, and 42% of higher education students are Tunisian women. And women currently hold 36% of parliamentary seats. مؤشرات المساواة بين الجنسين في تونس مثيرة للإعجاب حقيقة، فهنا تبلغ نسبة معرفة القراءة والكتابة بين النساء 72%، بينما 42% من طلاب التعليم العالي هن من النساء التونسيات، و36 منهن يشغلن المقاعد البرلمانية. But as is the case with so many things, pretty much everything in life, there is still room for improvement in enabling women to pursue their economic opportunities and their interests. And efforts to expand access to finance is a major and important start. ومع ذلك لا يزال هناك مجال للتحسين، والجهود المبذولة للوصول إلى التمويل هي حقيقة بداية رائعة، ولكننا دائما ما نتطرق إلى موضوع التمويل باستمرار، وباعتباره أحد الاهتمامات الرئيسية لرائدات الأعمال والشركات المملوكة للنساء. Access to finance is consistently raised as one of the main concerns of women entrepreneurs and women-owned business, both to sustain their business and to expand their businesses. الولوج إلى التمويل باستمرار يعتبر أحد اهتماماتنا الرئيسية كما قلنا، ولذلك نحن ندعم رائدات الأعمال والشركات التي يمتلكنها الولوج إلى التمويل، وذلك عن طريق العديد من البرامج. I hope today's virtual session will give you all some insights on how to overcome the obstacles and challenges that you face. أتمنى أن تمنحكم جلسة اليوم الافتراضية رؤى حول كيفية التغلب على هذه التحديات. And perhaps most important, I hope that for all of us that we will soon be able to meet again in person, and that we will not have to do everything by virtual session. ونتمنى كذلك والأهم من هذا كله أن نتقابل أيضا مرة أخرى في مناسبات عدة، ولكن ليس عن طريقة افتراضية ولكن مباشرة في أرض الواقع. So thank you for all you do. Thank you for participating in this seminar. Happy International Women's Day, and I hope you have a successful webinar. Over.
نتطلع إلى نجاحكم فشكرا لكم وسنواصل دعم جهودكم ونتمنى يوما سعيدا للمرأة في تونس وفي العالم أجمع ونشكركم على كل ما قدمتموه لنا. And thank you very much. Over. Thank you. شكرا Thank you, لكم. Mr. Riley. Thank you, Mr. Riley. Je laisse la parole à Madame Luciana Broggi, qui est la vice-présidente senior et responsable du Global Route to Market à HP. Bonjour, merci beaucoup Rim et bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation à participer à l'événement d'aujourd'hui. C'est un honneur pour HP de se joindre à nos partenaires et à vous tous dans une journée si importante. Je suis Luciana Broggi, je suis italienne basée à Genève. Et entre autres choses, j'ai l'honneur d'être le sponsor du réseau HP pour le network des femmes en Afrique. Et dans ce rôle, j'ai l'occasion d'échanger avec des femmes talentueuses et entreprenantes de tout le continent africain pour écouter, partager des conseils et stimuler notre engagement. Avec le programme HLY et grâce à notre plateforme d'apprentissage en ligne HP Life, nous sommes ravis d'avoir pu accompagner des entreprises dirigées par des femmes et c'est encore plus inspirant de voir la réussite et vos réussites dans des domaines où les femmes sont souvent sous-représentées, par exemple l'agriculture ou la technologie. Grâce à votre succès, HP Life continue à évoluer et à se développer et à aider beaucoup de gens dans le monde. En fait, pendant la pandémie et pendant toute l'année 2020, nous avons vu les inscriptions à HP Life augmenter et on a fait plus que 280% par rapport à l'année précédente. Incroyable. Et plus de 60% des utilisateurs de la plateforme sont des femmes. Et nous constatons en fait que les femmes relèvent le défi de la pandémie du Covid-19 et ils en font une opportunité, ce qui est magnifique. Cela me rend très optimiste et je crois vraiment dans un avenir qui puisse être plus juste, plus équitable pour tous et pour toutes. Comme vous le savez bien, chez HP, nous sommes très passionnés par la technologie et par le rôle que la technologie peut jouer dans le progrès de l'éducation dans le monde. Parmi nos objectifs en matière d'impact social, figure une ambition de permettre à plus que 100 millions de personnes d'obtenir de meilleurs résultats scolaires d'ici à 2025. Il est essentiel de réduire la fracture numérique, notamment dans la question du genre, et d'aider les femmes partout dans le monde à acquérir des compétences pour l'avenir, puisqu'ils puissent les mettre en pratique et avoir du succès. Et en plus du contenu business gratuit sur la technologie de l'information de HP Life, nous travaillons aussi très étroitement avec des organisations comme Girl Rising ou le ONU Femmes pour enrichir la plateforme et pour avancer le programme. Nous espérons que vous nous soutiendrez dans cette aventure et que vous continuez à inspirer d'autres femmes et que vous partagerez votre expérience avec HP Life et votre volonté d'apprendre et vos ambitions professionnelles. Aujourd'hui est l'occasion parfaite pour le faire, mais il faut continuer pendant toute l'année. Un certain nombre de mes collègues d'HP et mes collègues d'HP seront présents aussi plus tard dans les petits groupes et donc ils sont très impatients de vous rencontrer. J'espère que les présentations d'aujourd'hui pourront vous aider à relever le défi auquel vous êtes confrontés. On est tous confrontés à vos entreprises et à relever le défi de la croissance pour l'année prochaine. Si HP peut vous aider plus que ça, restez en contact avec nous. On est très content de vous entendre et de continuer à construire pour le futur. Avec ça, encore une fois, merci pour la passion, pour le courage dont vous avez fait preuve. Vous continuez à faire preuve dans vos entreprises et dans votre vie de tous les jours. Merci pour votre engagement dans l'apprentissage. Continuez à faire le travail que vous avez fait, un très bon travail. Continuez à nous inspirer. Et merci pour l'accueil aujourd'hui. Merci, Rim. Tu es en mute, Rim, apparemment. So, this is making Vous m'entendez? Oui, là c'est mieux. Oui,
Oui, oui, désolé, mon micro était désactivé. Donc, merci beaucoup, Madame Broggi. Donc, je laisse la parole à Antoine Bureau, coordinateur national du projet Mashroy auprès de l'ONUDI en Tunisie. Bonjour et donc bienvenue à toutes les participantes et à tous les participants présents aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints. C'est vrai que c'est avec un très grand plaisir que le projet Mashroy s'associe, à préparer cette journée, ce webinaire aujourd'hui, et que l'on dédie justement à l'entrepreneuriat féminin et particulièrement à l'accès au financement. Alors, Mashroy est un programme qui est mis en œuvre par l'ONUDI et qui bien évidemment accompagne tant les hommes que les femmes depuis 2016, notamment dans le lancement à l'entrepreneuriat, mais c'est également à concrétiser et à lancer leurs projets et à développer leur entreprise. Voilà. À l'occasion ici, donc, on remercie l'ensemble de nos partenaires proches, collaborateurs. On a la coopération américaine USAID, Hewlett Packard, la coopération italienne et également nos collaborateurs des ministères de l'Industrie, de l'API et du ministère de l'Enseignement supérieur. L'entrepreneuriat au féminin, mais également au masculin, on va dire, c'est vrai que c'est au cœur, nous, de nos préoccupations. L'équipe Mashroy est dédiée. Dire que dans l'équipe de Mashroy, déjà, on a 52% de l'équipe qui est constituée de femmes. On a une directrice du programme basée à Vienne qui est une femme. Et donc, nous avons à cœur d'accompagner, sans forcément faire de discrimination positive. On constate aujourd'hui, dans la réalité des faits, qu'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent. Juste sur l'année 2020, nous avions 52% de femmes dirigeantes de start-up qui se sont lancées. Pour les entreprises existantes, c'est un peu moins, c'est 48%, mais ça dénote déjà, et c'est ce qu'on voit dans les faits et dans la réalité, une propension à se lancer et à développer leur initiative. Alors effectivement, on le constate nous dans nos observations, dans nos échanges avec les entrepreneuses, et de nombreuses études aussi le montrent, et pas seulement en Tunisie, mais il existe encore malheureusement de nombreux freins. Et c'est vrai que c'est l'accès au financement et l'accès au marché qui est l'un des accès les moins favorisés par rapport aux hommes. À l'heure actuelle encore, les choses évoluent. Grâce au soutien de tous, grâce aussi justement aux réussites qui ont lieu. Donc des freins qui effectivement, bon, il faudra voir, ont plusieurs facteurs, plusieurs raisons, hein, sans doute encore des préjugés, des stéréotypes, mais également peut-être des contraintes autour des normes sociales et du contexte. Mais tout ça évolue et on le constate, nous en tout cas, dans la réalité des faits. Hein. Donc c'est sur cette note positive qu'on peut dire aussi que cette année, et encore là, sur tous les accompagnements faits par Mashroy, on a des activités sur tous les secteurs qui sont dirigées par des femmes. C'est entre autres la cosmétique, l'aromathérapie, la chocolaterie, le textile, le linge, les produits du terroir pour ne citer que. Là, on est peut-être dans les stéréotypes, mais c'est aussi des activités qui sont conduites par des hommes. Et dire aussi que ce ne sont pas seulement des activités de subsistance, mais que dans le parcours, en tout cas que l'on observe et que l'on accompagne de ces femmes à travers du business coaching, à travers des formations techniques, on constate une montée en gamme, une capacité à faire monter en gamme leurs produits et services, à donner de la valeur ajoutée, à exporter, à savoir convaincre et communiquer autour d'elles et à savoir donner confiance dans des contrats gagnant-gagnant, justement, qui est peut-être une particularité. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, nos intervenants détailleront et nous éclaireront aussi, justement, sur la levée de certains freins. Mais en tout cas, voilà, c'est cette note positive que je voulais partager avec vous. Du coup, au nom de toute l'équipe Mashroy, nous souhaitons un très bon webinaire à toutes et à tous. Les interventions s'annoncent très passionnantes avec les interventions avec qui aujourd'hui nous sommes vraiment très fiers de collaborer. Voilà, bon webinaire à toutes et à tous. Merci Antoine, merci. Alors, maintenant qu'on a introduit ce webinaire, je vais laisser la parole à notre co-organisatrice Caroline, directrice de The Next Women Tunisie, avec lesquelles on est vraiment fiers d'organiser ce webinaire aujourd'hui. Caroline, donc tu vas nous rappeler un petit peu déjà le contexte de l'entrepreneuriat féminin en Tunisie.
Voilà, alors bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'entendre plein de points positifs, mais il ne faut pas se leurrer la face non plus. Premièrement, je souhaite redire que ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits de la femme, la journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas la même chose. On ne fait pas la femme, on essaye de mettre en avant les droits de la femme. Ça, c'est très important parce que souvent, ça prend une partie un peu olé olé, mais c'est les droits de la femme. Alors, pourquoi on a voulu organiser ensemble avec ONUDI ce webinaire? Premièrement, justement, parce que l'accès aux finances pour des femmes entrepreneurs, c'est vraiment du qui de l'économie ou de l'entrepreneuriat féminin. Rapidement, pour vous expliquer qui nous sommes. Donc, nous sommes un réseau pour femmes entrepreneurs en Tunisie. Moi-même, je suis hollandaise, vous avez peut-être entendu l'accent, donc voilà, comme madame qui est italienne, qui parle français à Genève, moi je suis une hollandaise qui parle français en Tunisie depuis un certain nombre d'années. Je connais bien l'écosystème européen, je connais bien l'écosystème tunisien de la région MENA, plutôt maghrébin, je veux dire. Et puis, donc, on a lancé ce réseau pour les femmes entrepreneurs en 2016, justement parce que pour mettre plus en avant la visibilité, mettre plus en avant les femmes entrepreneurs dans ce pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le femme entrepreneur? Il y a Douja avec nous qui va absolument nous également certainement éclairer sur la femme entrepreneur tunisienne. Moi, je dirais il n'y a pas vraiment une description de la femme entrepreneur tunisienne parce qu'elle est sur plusieurs niveaux. Comme disait M. Antoine de l'ONUDI, je vois, voilà, excusez-moi, je ne me souviens plus de votre nom de famille, mais on va dire M. Antoine, comme on dit ici, qui a bien parlé des secteurs dans lesquels on trouve beaucoup de femmes, effectivement, la cosmétique, l'artisanat, le design, etc. Mais on les trouve également dans tout ce qui est service, ça c'est très important, et on les trouve également de plus en plus dans la IT et dans l'industrie. Alors, moi, ce que je voulais juste vous faire rapidement, c'est qu'on avait fait, dans le cadre d'un programme américain, justement, une sorte de sondage, un sondage auprès de 200 femmes. Alors, c'est peut-être pas... mais 200 femmes en Tunisie sur lesquelles on a passé de nombreuses questions pour savoir comment on peut les lever sur cet dynamisme économique. Parce qu'il ne faut pas se leurrer la face quand même. Les femmes entrepreneurs dans le monde entier ne sont pas visibles. Les femmes se retrouvent toujours sur 3 axes dans lesquels il faut, ce n'est pas les soutenir parce qu'il ne faut pas rentrer dans la victimisation du tout, mais il y a 3 axes sur lesquels les femmes, et je dis vraiment dans le monde entier, ont besoin de les appuyer, c'est-à-dire formation, éducation financière. Réseautage, ça c'est vraiment quelque chose auquel j'appuie beaucoup parce que si vous ne réseautez pas, si vous n'avez pas du réseau autour de vous, vous ne pouvez pas scale up votre entreprise, si on le dit dans le langage de start-up. Et troisième chose, et la chose la plus importante, c'est l'accès aux finances. Et donc, je reviens sur, et l'accès aux finances est un réel problème dans les pays entiers, dans tous les pays. Ce n'est pas propre en Tunisie. La grande différence dans cette région du monde, dans la région MENA, c'est que les banques ne jouent pas le jeu. Si je parle du financement classique, les banques ne jouent peu le jeu avec les femmes entrepreneurs parce qu'il y a une histoire de garantie. Et on sait très bien que la partie garantie, elle est plutôt absente dans cette région de MENA. Juste pour vous donner une petite statistique qui ne vient pas de moi, mais qui vient de la Banque mondiale, il n'y a que 12% des femmes en Tunisie qui sont propriétaires d'une maison. Donc, si vous n'avez pas de garantie, vous ne pouvez pas aller chez les banques. Et quand on a posé la question aux femmes entrepreneurs, comment vous avez démarré votre entreprise et avec quel argent, il y a 85% des femmes qui ont utilisé leurs propres économies ou de la famille. Il y a la fameuse FFF, Family, Friends and Fools. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas compris, que ce soit de la banque
que ce soit des venture capital, que ce soit de la banque, ce que l'entrepreneuriat féminin est le part de marché dans le monde le plus négligé, mais que c'est le part de marché qui est le plus important. La Banque mondiale estime la manque de crédit pour les femmes, je crois que c'était, je ne sais jamais plus combien c'était, mais 320 billions de dollars. En Tunisie, ça c'est des chiffres qui ne sont pas de moi, mais qui sont de la Banque mondiale, en Tunisie, on est sur 600 millions d'euros, c'est-à-dire 1,6 million de dinars tunisiens. L'accès aux finances revient dans toutes les activités. L'absence de l'accès aux finances nous revient à chaque fois dans les activités. Et il est vrai que les femmes, elles sont plutôt risk-aware, c'est pas des... On dit, excuse-moi, je me reprends, les femmes, elles calculent le risque. Donc, même pour les établissements financiers, et je pense qu'Erin va en parler tout à l'heure, c'est une vraie opportunité d'investir chez les femmes. Pourquoi? Elles investissent souvent dans des entreprises qui parlent du care. Alors, excusez-moi l'expression, mais en français, c'est un peu difficile. Il y a quand même une grosse majorité des entreprises, mais ça peut être également dans l'IT, qui est dans le care. Ça veut dire comment améliorer notre quotidien. Deuxièmement, elles investissent souvent quand elles veulent employer du monde, elles ressourcent souvent des femmes. L'autonomie des femmes financières est la chose la plus importante pour rendre l'état du monde plus égalitaire. Et l'accès aux finances passe par là. Et si on a du mal à trouver des bonnes solutions pour différentes raisons, culturelles, législatives, il ne faut pas se leurrer la tête non plus, hein, l'accès aux finances amènera, de faciliter l'accès aux finances pour les femmes entrepreneurs est une vraie solution pour de nombreuses économies pour décoller. Alors, je voulais juste reprendre quelques données qu'on a vues avec ce sondage qu'on a fait auprès des femmes entrepreneurs. 45% des femmes ici en Tunisie ont une patente. Donc, c'est souvent des petites entreprises en nom propre. Je ne vous parle pas de l'informel, hein, parce que là, alors là, c'est notre webinaire. Mais il faut absolument tout faire pour enlever toutes ces femmes dans le informel, parce que quand on est dans l'informel, on ne fait que dégrader la situation des femmes entrepreneurs. Entrepreneurs, c'est un grand mot, des femmes en activité. Pourquoi les femmes, elles montent leur entreprise? 6 femmes sur 10 le montent parce qu'elles ont une sorte de dream, de passion, elles croient dans leur projet. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'elles croient dans leur projet et elles sont là et elles ont une espèce de dynamisme qui fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas investir dans ces femmes. Quand vous demandez, je vais du coq à l'âne, c'est peut-être pas très structuré, mais parce qu'il y a plein, j'ai repris tous mes documents, il y a des informations partout très intéressantes. Il faut commencer avec des statistiques et demander, que ce soit dans les institutions financières de microcrédit ou des banques, quelles sont les statistiques par rapport à des femmes entrepreneurs dans leur portefeuille. Ils ne savent pas. Les banques ne le savent pas. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un réel de l'or entre leurs mains s'ils veulent investir dans les femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a un nouveau rapport qui est sorti avec la Banque mondiale, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle l'état femmes, entreprises et le droit. Il y a une chose qui est qui me perturbe, moi, personnellement, parce qu'on n'arrête pas de parler de la femme tunisienne. Et ce qui est vrai, il y a des avances sur les droits. Il y a aussi des choses qui ne sont toujours pas avancées, mais ça, c'est législatif et je ne rentre pas là-dedans. Mais la Tunisie, elle a perdu des points. Aujourd'hui, la Tunisie, elle se retrouve autour de 140e place sur à peu près 180 pays en termes d'économie femmes-entreprises. Et je finirai sur quelque chose que moi j'estime extrêmement important, c'est que 75% des femmes entrepreneurs ne font pas de l'export
Et la part des femmes entrepreneurs qui répondent à des appels d'offres publics, elle est moins de 1%. Donc, il y a plein de niches dans lesquelles les femmes peuvent aller, mais il y a aussi plein de choses qu'il faudrait encore changer, un mindset qui doit changer. L'accès au financement, elle passe par différentes possibilités. Il faut améliorer la communication et l'information, et je suis ravie de savoir qu'on a d'autres représentants des systèmes de financement, parce que si les banques ne changent pas, les femmes sont obligées de passer par des alternatives que vous présenterez aujourd'hui. Et à la base, c'est ridicule. Mais bon, ça, je ne reviens pas là-dedans. Mais sachez, et je finis avec ça, que c'est aussi un problème mondial. Un dernier chiffre, dans les fonds levés qui ont été faits l'an dernier dans le monde entier, il y a eu 95% donnés à des équipes masculines, 4% qui étaient donnés à des équipes mixtes et 1% ou 1,1% à des équipes purement féminines. Donc, il y a vraiment des choses à changer, il y a des choses à rendre plus visibles. Et comme disait M. Riley tout à l'heure, chaque discussion est utile. Donc, dans vos foyers, avec vos collègues, à tout moment, il faut parler de cette situation qui fait qu'il n'y a pas de raison que les femmes entrepreneurs ne sont pas visibles. Et dans les médias, il faut absolument qu'ils prennent le relais. Et il faut parler des femmes, il faut avoir des témoignages, il faut avoir des exemples pour les jeunes, parce qu'elles sont là. Elles sont là. On va sortir, nous, bientôt, une liste avec les 100 premières femmes entrepreneurs de Tunisie avec un chiffre d'affaires de minimum 1 million de dinars. Si je vous demande 3 noms, vous allez me sortir les mêmes. Mais il y en a d'autres qui sont là et il faut juste les rendre visibles pour que les autres comprennent qu'on ne peut plus avoir des panels qu'avec des hommes quand ça touche l'économie, quand ça touche les autres sujets. Les femmes, elles sont là, il faut les aider à rendre plus visibles et il faut que les pouvoirs, ou la société civile, publique, tout ce que vous voulez, poussent également les habitudes pour changer des interlocuteurs. Voilà. Je peux continuer pendant des heures, mais je m'arrête parce qu'on est plusieurs. Je vous laisse, je vous donne la parole, Rim. Merci. Merci, Caroline. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Douja Harbi, qui est la présidente de Damia, qui est le tout premier réseau de business angel fait par des femmes et pour des femmes. Donc, Douja, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bien, on t'entend très bien. Super, merci. Alors, est-ce que oui, voilà. Est-ce que tu peux revenir déjà sur ce qu'est un business angel et comment ça fonctionne? D'accord, merci. D'abord, je souhaite vous remercier toutes et tous pour l'aimable invitation. Je suis ravie d'être parmi vous avec l'équipe l'ONUDI, surtout que je connais très bien le projet Mashroui. J'ai beaucoup travaillé avec l'ONUDI, je travaille encore avec l'ONUDI d'ailleurs en tant qu'expert, et j'étais parmi les personnes qui ont vu le démarrage de Mashroui, qui est une super initiative qui continue, qui se développe. Et en entendant les chiffres tout à l'heure, je me réjouissais, je me disais vraiment bravo à l'ONUDI, à l'USAID, à HP, pour tout l'effort et pour tout ce que vous avez fait dans les régions particulièrement et pour les femmes. Donc, oui, merci aussi à Caroline pour l'invitation. Caroline et les membres de Damia au passage. Et donc, nous, on a pensé que justement, en écoutant tout ce que vous avez dit, que je partage parfaitement, malgré les avancements des droits de la femme en Tunisie, etc. On est en train parfois de reculer un peu, parfois d'avancer. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine et qui n'a pas beaucoup bougé, c'est qu'on n'est pas très nombreuses en tant que femmes entrepreneurs, les chiffres le disent, et l'accès au financement reste un challenge très important. Donc, un groupe de femmes, on est une douzaine entre celles qui sont en Tunisie, on est 8 en Tunisie et 4 à l'international. C'est des Tunisiennes qui vivent de la diaspora, qui vivent à l'international, qui nous sommes dit, voilà, on est intéressés de soutenir parce qu'il y a moyen, on a besoin.
de soutenir d'abord l'entrepreneuriat féminin, donc de soutenir des projets portés par des femmes et investir également dans des projets portés par des femmes parce que on est convaincu qu'il y a beaucoup à faire. La femme est très engagée. Moi, je le sais, moi, actuellement, j'ai un accélérateur qui s'appelle Red Star Tunisie. Et au sein de mon accélérateur, les femmes qui sont accélérées dans mes programmes, vraiment, elles excellent. Je peux vous donner des exemples. Elles excellent, elles sont très engagées, elles sont très régulières. Et on est sûr que quand on investit dans un projet porté par des femmes, des résultats et surtout de l'engagement d'aller de l'avant et de montrer qu'elle est… qu'elle veut réussir et elle fait tout pour réussir. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le font pas. Hein. J'ai aussi des hommes extraordinaires, des jeunes qui ont des projets. Mais franchement, avec les femmes, c'est à 100%. Je veux dire, quand j'ai des femmes que j'accélère ou que j'accompagne ou dans lesquelles j'investis, l'engagement est vraiment à 100%. Et puis voilà, donc il y a moyen, enfin, il y a un gap quand même qu'il faut remplir pour essayer de soutenir encore et encore l'entrepreneuriat féminin et l'investissement, faciliter l'accès au financement des femmes entrepreneurs. Donc, un réseau de business angels, d'abord, l'idée, c'est d'abord de sourcer de bons projets. Nous sommes de les soutenir et d'investir dans ces projets-là, mais pas que, parce que le Business Angel, d'abord, nous, on investit en tant que personne dans ces projets-là. Donc, on n'est investi pas seul, par exemple, on partage le risque. Il y a un projet qui nous intéresse, on peut investir à 2, à 3, à 4, peu importe. Donc, on partage le risque. Et puis, ce que gagne l'entrepreneur, et c'est ce que j'aime le plus dans ce mécanisme de financement qui est via le Business Angel, c'est qu'il n'y a pas que l'argent, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'encadrement, c'est l'ouverture de réseau, l'accompagnement qu'on offre, nous, à ces jeunes entrepreneurs-là. Du moment qu'on est, vous savez, nous, ce qu'on a essayé de faire avec Damien, c'est de professionnaliser le Business Angel. Jusque-là, la majorité d'entre nous avaient mis de l'argent dans des projets, mais en love money, parce qu'on y croit, parce qu'on avait envie d'aider tel ou tel, etc. Mais ce n'est pas professionnel. Là, on essaie de professionnaliser. On travaille avec des documents, ce qu'il faut comme documents, comme partout dans le monde, des pactes d'actionnaires, etc. On rentre dans le projet, minoritairement, bien entendu, l'entrepreneur reste majoritaire, et c'est à lui de gérer le projet, de gérer ses opérations, mais ce qu'il gagne en plus de l'argent, c'est l'accompagnement, le réseautage, l'ouverture de nos réseaux, le conseil, le mentoring et tout ça, qui peut être très, très important, qui est parfois beaucoup plus important que l'argent en lui-même. Donc voilà, on est ravis, on est fiers d'avoir ce premier réseau de femmes Business Angel en Tunisie qui s'appelle Damia. Et au passage, je vous dis que Damia, c'est le deuxième nom de Kehna al-Barbaria, qui est la battante de l'Afrique du Nord, qui était là pour soutenir justement les femmes et pour se battre pour son pays, pour toute la zone d'Afrique du Nord. Donc Damia, c'est un réseau où il y a des femmes qui sont de divers secteurs, des femmes entrepreneurs, des femmes professionnelles, des femmes dans les sociétés civiles, et en Tunisie et à l'international, qui souhaitent soutenir des projets portés par des femmes où au moins il y a une femme dans le board fondateur, c'est-à-dire l'équipe fondatrice. Voilà, donc ça c'est par rapport à votre première question, Lee. Alors, pourquoi avoir créé Damia justement? Est-ce que le besoin est paru évident dans l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin? Absolument, le besoin est là. Comme je vous ai dit, la majorité d'entre nous viennent soit du domaine de l'investissement, soit de l'accompagnement, des services financiers ou non financiers. Et on a tous travaillé un peu sur l'entrepreneuriat féminin et c'est clair qu'aujourd'hui, le besoin est énorme. Comme je vous ai dit, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, avec le Startup Act, tout le monde sait qu'on a ce beau, on va dire, ce bel outil pour soutenir les startups en Tunisie, etc. Il y a très, très peu de femmes. Je pense qu'il y a peut-être 8% ou quelque chose de femmes, ce qui est vraiment très peu. Il n'y a pas de femmes qui ont été labellisées. Et
alors le label, pourquoi je cite particulièrement le label? Parce que à travers le label, on est censé faciliter pas mal de choses à l'entrepreneur, à la start-up, entre autres l'accès au financement. Donc, vous voyez, quand il n'y a pas de femmes, la corrélation est là, donc il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de financement, elle reste toujours, elle bénéficie le moins des avantages qui sont donnés soit par le gouvernement, par l'État, soit par les ONG qui sont là, soit par les accélérateurs, qu'ils soient privés ou publics. Donc voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment pousser pour éviter qu'un jour, en fait, pour qu'on arrive un jour à ne plus fêter la fête des droits de la femme, parce qu'on cherche à avoir les femmes qui participent partout, elles bénéficient de ces droits, et elles sont là, elles ont les mêmes chances de bénéficier des avantages et des mécanismes, etc., qui sont à disposition de tout le monde, mais où très souvent, on voit les femmes sont là en moindre nombre, moins nombreuses que les hommes. Mais justement, est-ce que vous voyez une cause à cela? Donc, vous disiez que très peu de femmes ont été validées par le Startup Act. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Est-ce que c'est un manque d'accompagnement? Est-ce que c'est une peur de la part des femmes entrepreneurs? Je pense qu'il y a un peu de tout. Moi, je dirais d'abord, il y a un aspect culturel très, très profond dans notre approche de la femme, je veux dire, à l'entrepreneuriat. Bon, à Tunis et dans les grandes villes, un peu moins, mais dès qu'on sort, et vous le savez très bien, Mashroua, il travaille beaucoup sur les régions. Quand elles sont dans les formations, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, mais quand elles arrivent à la réalisation, c'est plus compliqué et généralement, son entourage, son écosystème privé et familial l'attire un peu vers l'arrière parce qu'ils lui font peur, on lui dit comment tu vas t'endetter, pourquoi tu vas faire cela, tu prends des risques, etc. Et donc, du coup, on lui fait peur et puis elle manque aussi d'un peu de confiance en elle, donc il y a beaucoup de travail d'accompagnement, de coaching pour qu'elle ait cette confiance, malgré qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle n'ait pas confiance en elle. Mais c'est ça, c'est son entourage qui lui fait peur. Moi, je reviens de loin, c'est-à-dire là, je parle vraiment à la base. Et les études l'ont montré, et chaque fois que je participe à un truc concernant quelque chose comme une étude ou n'importe quoi sur l'entrepreneuriat féminin, la question qu'on se pose en très gros, comment changer les mentalités, les mindsets pour pousser les femmes à entreprendre. Très honnêtement, je n'ai pas eu personnellement ce problème. J'ai été, au contraire, c'est pour vous donner le contre-exemple, j'ai été très encouragée par mon entourage, ma famille pour entreprendre. Donc, je pense que c'est ça ce qui m'a renforcée et c'est ça qui m'a poussée à entreprendre toutes ces années-là. À l'origine, je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans. C'est vrai que j'ai une double casquette aujourd'hui d'expert en entrepreneuriat, mais je l'ai acquis grâce à l'exercice de l'entrepreneuriat en lui-même, grâce à l'exercice, au fait que j'ai créé des entreprises, j'ai réussi, j'ai perdu, j'ai des failures, j'ai des succès, etc. Et c'est ça ce qui m'a rendu, qui a aiguisé un peu mon expertise en matière d'entrepreneuriat, d'accès au financement, d'accès au marché et tout le reste. Donc, ça, c'est la première raison. Après, il y a aussi l'accès au financement qui reste quand même techniquement un peu difficile, que ce soit par rapport au problème de garantie ou encore la peur de rencontrer le banquier ou l'envie ou peut-être aussi le fait de ne pas vouloir s'engager parce qu'un crédit pourrait lui causer des problèmes de remboursement, etc., et de problèmes financiers. Mais aussi, je pense que, excusez le terme, par ignorance ou par manque d'information, plutôt, par rapport à ce qui existe en dehors des banques. Je vais vous dire très honnêtement, moi, j'étais dans le sud jeudi et vendredi. Justement, je parlais de business angel, je parlais de crowdfunding, je parlais de fonds d'investissement, je parlais de nouveaux mécanismes d'investissement
un sujet sur lequel je travaille énormément en ce moment. Et je peux vous dire que les gens, quand on parle avec l'administration ou avec même les entrepreneurs et l'écosystème, les gens sont focalisés sur le financement bancaire. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres mécanismes de financement, comme le Business Angel que je suis en train de présenter. C'est vrai que ça se lance en Tunisie, c'est pas très connu, mais au moins, il a le mérite d'exister. Et cette information, elle n'est pas là. Hier et avant-hier plutôt. Jeudi et vendredi, j'avais très peu de gens qui savaient ce que c'était. Et pour eux, quand on dit financement, on dit banque. Donc, il y a aussi ce problème de manque d'information, de manque de sensibilisation par rapport à ce qui existe pour l'accès au financement, de manque d'information sur tout type de mécanisme, même d'appui, etc. Ils connaissent que les projets qui sont dans leur région et qui sont focalisés sur des sujets particuliers. Ils connaissent Mashouri, par exemple. J'ai vu quelques personnes qui m'ont dit qu'ils ont fait la formation Mashouri et tout, mais ils n'ont pas une idée complète sur l'écosystème, sur tout ce qu'il y a dans l'écosystème pour dire voilà, je peux aller vers là. Ils ne savent pas qu'ils ont beaucoup de choix, qu'ils ont beaucoup d'opportunités, qu'il y a aujourd'hui une nouvelle manière de lever des fonds à travers plusieurs mécanismes différents que les banques et qui ne nécessitent pas forcément des garanties où ça ne les bloque pas, ça engage des gens avec eux. Il y a aussi la mentalité de ne pas vouloir, par exemple, être associé à quelqu'un, parce que je disais dans Damien et Caroline le sait, la discussion, c'est de sensibiliser d'une part les investisseurs pour venir investir dans des projets, mais aussi sensibiliser les entrepreneurs qui, eux, culturellement, ne savent pas ce que c'est avoir des associés en board. Pour lui, c'est son projet, c'est son truc, alors qu'aujourd'hui, on n'encourage plus l'entrepreneuriat solo. Tu peux rien faire tout seul si tu n'es pas entouré par des gens qui vont te pousser à aller de l'avant, que ce soit des jeunes comme eux qui veulent créer des entreprises et qui ont des compétences différentes pour former une équipe et gérer un projet avec tous les besoins. Vous savez que gérer un projet, c'est pas évident, c'est compliqué, c'est pas seulement c'est pas seulement produire ou faire le service, mais il y a tout le reste derrière, l'accès marché, l'accès au financement, tous ces trucs-là, ou encore avoir des associés comme des business angels ou des partenaires qui vont avoir un peu un œil externe, qui peuvent pousser vers l'accès au marché, qui peuvent pousser vers le financement, qui peuvent ouvrir des réseaux, qui peuvent conseiller, etc. Voilà, donc il y a beaucoup à faire. Il y a manque de compétences, manque d'informations, manque de sensibilisation, des soft skills, beaucoup de choses qui peuvent aider les femmes à aller d'avant pour justement combler ce problème d'accès au financement et d'entrepreneuriat. Alors, Caroline, tu voulais intervenir sur ce point? Ah oui, je voulais juste dire que le nombre de femmes ou des équipes mixtes, c'est plutôt souvent des équipes mixtes au niveau de Startup Act, est un peu plus que 8% aujourd'hui, je crois, mais à vérifier qu'on est autour peut-être de 20%. Mais je parlais porté par des femmes, start-up porté par des femmes. Ah voilà, absolument. Uniquement par les femmes, certainement. Mais mix, un peu plus. Oui, pardon, Douja. Oui. Bien sûr. Alors, Douja, pour en revenir un petit peu à Damien. Donc, une femme entrepreneur aujourd'hui, comment elle fait pour être accompagnée par le réseau de Business Angel? D'accord. Alors nous, comme vous pouvez imaginer, on démarre. Donc, on est en train de préparer notre site web. Et dans le site web, on va mettre un peu un call to action. Si vous êtes intéressés, elles peuvent candidater, remplir un petit formulaire, éventuellement envoyer leur pitch deck, etc. Pour qu'on voit un petit peu le projet. Mais bien entendu, on va prévoir faire aussi des pitchs, des sessions de pitch pour rencontrer des femmes qui sont intéressées d'être financées. Et la manière est simple, on peut être présente toutes, mais il y a celles qui vont être intéressées par le projet et celles qui ne le seront pas. On ne peut pas être toutes intéressées par le même projet. Et celles qui sont intéressées, elles commencent à discuter avec les femmes de leur projet, donc ce qu'on appelle le due diligence. Donc, on va regarder le business plan, on va regarder la scalability du projet, l'innovation, quoi elle va se différencier. Enfin, il y a beaucoup de critères qu'on regarde. En même temps, on va peut-être sûrement la conseiller pour qu'elle améliore son business model. Enfin, un travail intéressant qui est fait dans le cours de la due diligence. Et une fois c'est clair et que le projet accroche et que l'entrepreneur, attention, hein,
moi, je mets toujours l'accent sur l'engagement de l'entrepreneur. C'est parfois plus important que l'idée du projet en elle-même, parce que, et je suppose que vous le savez très bien, puisque je l'ai fait à l'ONUDI, moi, lors des formations qu'on avait fait sur pas mal de choses avec, sur toute la Tunisie, on peut faire la formation, rentrer avec une idée, sortir avec une autre. C'est pas la question. Hein. L'idée, elle peut changer, elle peut être adaptée, elle doit être adaptée, elle doit vraiment il y a une phase d'idéation et d'étude de marché qui va faire que, et ce que je dirais aussi, c'est il y a une phase aussi de lean. Tu vas sur le marché, tu prends le feedback, etc. Donc, l'idée, elle va changer, elle va s'améliorer au fur et à mesure qu'il y a du feedback du client, etc. Mais ce qui importe, c'est l'entrepreneur. Quand l'entrepreneur est engagé, il ne lâchera pas. Moi, j'ai des exemples, même avec le Covid, la capacité de se réadapter, de se rénover, d'adapter son business model est très important. Et ça ne peut le faire qu'un bon entrepreneur engagé ou une bonne entrepreneur engagée qui est vraiment a envie, qui n'est pas seulement, je dirais, amoureuse de son produit, mais elle veut entreprendre. Elle veut réellement créer de la valeur, créer de la richesse et entreprendre. Donc, voilà, il y a tout ce travail de due diligence, de discussion, de voir si ça marche, si les atomes s'accrochent avec l'entrepreneur, si l'entrepreneur est capable, il a les reins solides pour avancer dans ce projet. Et à partir de là, il y a de l'investissement, on peut mettre du financement et démarrer l'aventure entrepreneur business angel. Merci Douja. Alors là, on va passer à toute autre chose, la microfinance, donc qui est au premier rang de la lutte contre les inégalités. Et c'est Madame Eslem Lahami qui va nous parler plus amplement des microcrédits et nous présenter d'abord Advance Tunisie. Bonjour Eslem. Bonjour Aline, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Hein. Merci à vous. Alors, je vous laisse nous présenter très brièvement donc Advance Tunisie, la mission, ses activités, les services un peu que vous proposez aux entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs en particulier. Bien sûr. Donc, Advance est une institution de microfinance internationale basée en 9 pays, en Afrique et en Asie, et dont la mission est d'offrir des services financiers adaptés aux entrepreneurs et aux agriculteurs. Donc, nos actionnaires sont de très grandes institutions de développement international et ils nous soutiennent depuis plus que 15 ans. Donc, aujourd'hui, nous servons plus de 1 million de clients pour un encours de crédit supérieur à 1 million d'euros. Donc, en Tunisie, nous avons démarré nos opérations plus précisément en 2015 et on a déjà décaissé 46 000 crédits pour un montant total de 320 millions de dinars à travers nos 16 agences réparties en toute la Tunisie, dont la dernière est la toute récente est à Gafsa. Notre objectif est de servir tous les entrepreneurs tunisiens et y compris les entrepreneuses grâce à des produits et des services financiers adaptés à leurs besoins. Donc, notre cible, c'est précisément la population mal servie qui ont un accès inadapté ou limité aux services financiers classiques. Voilà, et notre vision sur le long terme, c'est bien évidemment de contribuer à la croissance des entreprises locales et à la création d'emplois et aussi à l'amélioration de niveau de vie de nos clients pour favoriser le développement économique et social de la Tunisie. C'est clair, d'accord. Et quelle est l'approche d'Advance Tunisie alors pour soutenir un petit peu l'entrepreneuriat féminin? Alors, je vous explique. Donc, nous offrons du financement aux micro-entrepreneurs, donc femmes et hommes, avec un crédit allant jusqu'à 40 000 dinars. Et cela, on le fait avec une analyse approfondie sur leurs besoins et sur leur capacité de remboursement selon leurs revenus et leurs dépenses. Donc, chez Advance Tunisie, on sert presque plus que 17 000 clients, dont plus que 35% sont toutes des femmes. Et on offre aussi à ces femmes-là
des crédits complémentaires. Donc, quand je dis crédits complémentaires, c'est-à-dire qu'on offre à ces femmes-là des crédits pour améliorer leurs conditions de vie. Par exemple, comme le crédit scolaire pour qu'elles puissent payer l'inscription de leurs enfants, et aussi des crédits de logement pour faire des travaux à domicile. Mais surtout, chez Advance Tunisie, on met l'accent sur la qualité des services, la qualité de notre service et sur l'impact social positif. Donc, on offre à nos clients de l'accompagnement, c'est-à-dire on offre à nos clients des sessions de formation sur l'éducation financière qui visent à les sensibiliser sur les bonnes pratiques de gestion de leurs finances. Et non seulement pas ça, on les forme aussi sur les soft skills pour permettre à ces femmes-là de réussir dans leur activité et dans leur projet. Et voilà, cette année-là, une année aussi particulière, nous avons lancé un autre type de coaching qui est différent, un coaching à distance pour accompagner des clients qui ont été très impactés par la crise liée au Covid-19. Donc, on a presque 1000 clients qui ont bénéficié de ce programme-là, dont 40% sont uniquement des femmes. On sait très bien que la femme, elle était la plus vulnérable grâce à la crise, elle a été très touchée, comme toutes les entreprises, mais surtout en tant que femme. Donc, elle avait besoin de l'accompagnement, du coaching. Donc, c'est un programme qui est composé de 4 sessions, une session de diagnostic qui est un plan d'action où le coach, il essaie d'aider nos clients à implémenter des actions correctives et quelques sessions de suivi. Tout ce programme-là, il a été fait à distance par le téléphone ou par l'utilisation des outils numériques. Aussi, nous avons lancé en partenariat avec USAID Tunisia Jobs, le programme Tassil. C'est un programme qui vise aussi essentiellement les femmes et qui leur permet d'avoir un accès au crédit, plus une plateforme digitale qui contient des vidéos sur l'éducation des services financiers digitaux que Advance Tunisie offre à les clients, plus une récompense de 550 dinars de USAID Tunisia Jobs. Et bien évidemment aussi chez Advance Tunisie, on analyse activement le retour de nos clients pour qu'on puisse adapter notre offre et nos services à nos clients hommes et femmes. Très bien. Alors, vous disiez justement que suite à la crise du Covid, vous vous êtes adapté aux plateformes numériques. Donc, comment justement la technologie peut-elle améliorer davantage l'accès au capital ? Bon, on peut prendre, pour répondre à ta question, on peut prendre le cas d'une femme d'hier qui est dans une zone rurale, mais qui n'a pas un téléphone. Alors que la femme de demain, elle a un téléphone et elle peut accéder à la plateforme qu'on a développée avec USAID dans le cadre du programme Tassil. Là, elle peut accéder à cette plateforme-là avec son login et mot de passe et elle peut visualiser des vidéos, du contenu de qualité qui peut aider cette cliente-là à changer son comportement et avoir beaucoup plus de connaissances sur l'utilisation des services digitaux. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette cliente, cette femme? Elle va télécharger, par exemple, l'application D17. C'est une application qui permet à la femme de payer son crédit en un clic à travers la carte Cobrandé Mobitasdid. Et aussi, non seulement ça, mais elle peut aussi payer sa facture de STEG et de son aide, tout à travers cette application D17. Et si à un moment donné, elle trouve que ce canal-là ne lui convient plus, elle peut vraiment payer son crédit à travers un autre canal via mobile, à travers les établissements de paiement. Donc voilà, c'est un peu l'expérience que une cliente qui possède un téléphone et grâce au digital, elle peut vraiment changer son comportement et ça facilite aussi l'accès à l'information. Donc, cette femme-là, si par exemple, elle paye son crédit à temps sans faire aucun retard, par exemple, elle peut renouveler son crédit au bout de 24 heures, par exemple. Et aussi, la femme de demain, elle peut bénéficier aussi d'un accompagnement aussi
humains de nos chargés de crédit qui peuvent se rendre sur place à son activité, qui peuvent avoir aussi demandé des informations qui concernent leur activité, son activité. Et bien sûr, toutes les informations seront centralisées sur une tablette ou un téléphone et tout ça pour faciliter à la femme l'accès au capital et l'accès aux services financiers. Elle peut avoir son crédit dans 2 ou 3 jours. Et puis à la fin, on espère très bien que cette femme-là, elle peut signer son contrat tout en étant chez elle, si bien évidemment l'État tunisien se digitalise. Voilà. C'est ce qu'on espère aussi. Justement, pour le futur, quelles sont vos recommandations pour améliorer l'écosystème tunisien un peu en faveur des femmes entrepreneurs? Tout à l'heure, Caroline, elle a parlé du réseautage et aussi l'accès aux finances. Il y a aussi Louja qui a dit quelque chose qui est très important, que c'est vrai que je confirme que la femme, elle a vraiment peur de franchir le pas. Elle manque de confiance en soi. Donc, je dis qu'il faut vraiment offrir à ces femmes-là plus de programmes d'éducation pour les pousser un peu à franchir le pas et surtout en soft skills et surtout sur la formalisation des entreprises, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Islem. Merci pour votre intervention. Oui, Caroline. Bon, merci. Islem, est-ce que tu peux juste dire à combien s'élève le microcrédit en somme, en argent? En argent, on donne du crédit, on offre nos crédits. Ça va jusqu'à quel montant? De 1000 à 40 000 dinars. Voilà, c'est ce que je voulais que tu dises parce que les gens souvent pensent qu'on n'est que dans les petits montants, mais aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 40 000 dinars auprès des microcrédits. Et je pense que les institutions de microcrédit, et je pense que c'est une information importante. Exactement. Merci, Caroline. Et je tiens juste à préciser que l'avantage d'avoir un microcrédit, c'est vraiment les délais. On donne du crédit dans un délai qui ne dépasse pas les 7 jours. Donc voilà. Je voulais juste préciser ça. Avec des procédures simples et faciles aussi. Hein. On voit ça. Merci, Islem. Merci. On va passer maintenant, toujours dans le secteur du financement, aux prêts d'honneur qui peuvent être aussi une solution intermédiaire au financement pour les femmes entrepreneurs. Monsieur Semir Dinari, directeur d'initiative Tunisie. Nous avons aussi l'opportunité d'avoir Monsieur Mathieu Vanel, représentant aussi à Initiative Tunisie ici. Bonjour, bonjour Semir. Bonjour tout le monde. Je me présente Semir Dinari, président d'Initiative Tunisie. Et ensuite, je vais céder la parole à notre directeur de projet, M. Mathieu Vanel, pour vous présenter le projet que nous sommes en train de mener. Donc, bonne journée pour tout le monde. Je vous remercie pour cette occasion qui nous a été offerte pour présenter Initiative Tunisie. Donc, Initiative Tunisie a été créée dans le cadre d'une coopération entre le ministère des Finances et Initiative France. Le ministère des Finances a constaté que la majeure partie des porteurs de projets, PME ou TPE, échouent dans le montage de leur entreprise suite à un manque d'autofinancement en fonds propres. Donc, le ministère des Finances a chargé Initiative France à travers un contrat de coopération pour introduire la notion de prêt d'honneur en Tunisie. Donc, le prêt d'honneur a été introduit en Tunisie par notre partenaire Initiative France, qui est le premier réseau associatif créateur d'emplois en Tunisie. Et donc, le prêt d'honneur, qu'est-ce que le prêt d'honneur? C'est une dotation sans intérêt et sans garantie, à laquelle on ajoute un accompagnement entre création et post-création gratuitement. C'est-à-dire que tous nos services sont gratis et on donne ce prêt d'honneur pour des bouclages de schéma de financement, pour des projets TPE et PME. Donc, le type de financement qu'on donne, ça sert à créer des entreprises, développer une entreprise ou
faire la transition, c'est-à-dire des gens qui achètent une entreprise, on peut participer avec notre prix d'honneur c'est un prix d'honneur qui va de 5 000 à 30 000 dinars. Et pour certains bailleurs de fonds tels que Expertise France et Innovi, comme il va vous l'exposer notre directeur de projet, le prix d'honneur peut aller jusqu'à 50. Pour un projet innovant, ça demande beaucoup d'argent. Donc, la création, le développement et la transition, donc c'est tout ça. Et comment ça se passe? Nous avons des bénévoles, des associations. Actuellement, notre réseau il est composé de 8 associations régionales. Nous sommes implantés à Médine, Gafsa, Sidi Bouzid, Gasserine, Jandouba, Kef, Kirouan, et prochainement, c'est aux heures qui va voir le jour. Donc, nous sommes implantés dans 8 gouvernorats où on a ce concept de prix d'honneur qui fonctionne très bien. Et ce qu'on peut dire que actuellement, pendant cette journée de célébration des droits des femmes, nous, en 2019, par exemple, on est arrivé à financer 40% des femmes. Donc, je vous donne des exemples. À Médine, il y a des femmes qui font des produits cosmétiques naturels, des fabrications de produits de céramique. Il y a de tout, des femmes qui font de la vente des accessoires de parc médical. Donc, une bonne partie de nos porteurs de projets, elles sont des femmes. Donc, actuellement, on a des projets qui ont été et des conventions signées avec des bailleurs de fonds. Et j'aimerais bien que nos partenaires qui sont présents avec nous nous offrent la possibilité de collaborer ensemble par le biais de l'encouragement des femmes et des jeunes pour postuler à des prix d'honneur pour créer de l'emploi. Parce que, sincèrement, moi, ce que je constate, pour la femme tunisienne, les lois, elles sont très développées. Déjà, la loi tunisienne, par exemple, pour le salaire des femmes, la femme et l'homme ont le même salaire. Alors que dans beaucoup de pays européens, le salaire, ce n'est pas évident que la femme a le même salaire. Donc, ce qu'on a besoin en Tunisie, c'est que l'écosystème entrepreneurial soit vraiment poussé vers l'avant pour financer. Ce qu'on a besoin, c'est que nos partenaires bailleurs de fonds permettent à des réseaux d'associations comme le nôtre pour donner des prêts d'honneur, pour créer aussi des lignes de crédit pour financer les crédits bancaires, pour garantir ces crédits bancaires. Donc, on a besoin à ce que l'écosystème entrepreneurial se développe au profit des jeunes femmes et hommes. Donc, c'est notre souhait. Et je réitère mon offre pour nos partenaires pour collaborer ensemble. Nous avons des projets avec le ministère de la Femme pour développer le financement et l'accès de prix d'honneur pour les femmes. Et si vous permettez, je vais céder la parole à notre directeur de projet, M. Mathieu Vanel, qui va vous présenter les projets qui sont actuellement gérés par l'Initiative Tunisie. Merci. Mathieu, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, Monsieur Vanel. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à vous. Écoutez, Samir a exposé l'essentiel. Donc, moi, je travaille à Initiative Tunisie depuis plus de 6 mois maintenant en tant que directeur des projets. Donc, effectivement, Initiative Tunisie a connu un démarrage dès 2014 avec la première création de plateforme à Médine. Aujourd'hui, il y a 7 plateformes actives dans les territoires de l'intérieur essentiellement. On a la chance aujourd'hui, actuellement, à l'heure où je vous parle, de bénéficier de la confiance de plusieurs grands bailleurs internationaux qui croient et qui misent sur le prêt d'honneur, entre autres, comme un instrument pertinent en Tunisie. Donc aujourd'hui, on a un programme, le programme En Lien, financé par l'Agence française de développement, mis en œuvre par la Caisse des dépôts, qui nous a fait confiance et qui nous a accordé une dotation en fonctionnement et en prêt d'honneur depuis 2019. Et en 2020, tout s'est accéléré puisque nous avons aujourd'hui
conditions de l'appui, toujours en fonctionnement et en prêt d'honneur, de la part du projet Innovi soutenu par l'Union européenne, mis en œuvre par Expertise France. Et plus récemment, depuis janvier 2021, nous sommes bénéficiaires et co-acteurs du projet Tunis Ouajituna, financé par l'Union européenne, pour soutenir le tourisme alternatif et durable et l'artisanat dans les régions, et accessoirement le patrimoine. Aujourd'hui, et depuis peu aussi, nous avons répondu favorablement à la demande de la GIZ pour les aider à finaliser leur projet Agripreneur 2.0 à travers la gestion de subventions, cette fois, qui sont octroyées par la GIZ dans le cadre du projet Agripreneur 2.0. Donc voilà, aujourd'hui, le réseau grandit, le réseau se renforce. L'un des objectifs, bien sûr, c'est de poursuivre cet effort d'accompagnement et de financement des petites et des très petites moyennes entreprises, mais aussi le grand objectif et le grand défi que l'on a aujourd'hui est de réussir à se professionnaliser, à se structurer, à se rattacher de plus en plus fortement à l'écosystème. Donc, ces entrevues et ces webinaires nous permettent de connaître et de se faire connaître auprès de toutes les structures qui accompagnent les porteurs les créateurs d'entreprises, les repreneurs d'entreprises. Donc, ravi de faire la connaissance de celles et ceux que je ne connaissais pas encore. Donc, en fait, voilà, aujourd'hui, le réseau Initiative Tunisie, il peut investir en prêt d'honneur, il peut octroyer des prêts d'honneur finalement sur quasiment tous les secteurs, à quelques exceptions près. Alors, Monsieur Vanel, j'aimerais revenir un petit peu sur ce type de financement, justement, parce qu'on a quelques entrepreneurs aussi, des femmes entrepreneurs parmi nous sur cette session Zoom, et aussi qui nous regardent en live sur les réseaux sociaux. Donc, j'aimerais un peu revenir sur cette particularité en fait de ce type de financement. Quel est le plus l'avantage en fait des prêts d'honneur? Alors, donc comme l'a précisé au départ en introduction Sissemir Dineri, en fait, si vous êtes entrepreneur et que vous ne disposez pas d'un apport personnel suffisant pour obtenir notamment un emprunt bancaire qui permettrait de boucler le financement de son projet de création ou de reprise, donc il vous est possible de renforcer cet apport en sollicitant un prêt sans intérêt ni garantie que l'entrepreneur s'engagera à rembourser sur l'honneur, d'où son nom, prêt d'honneur. Donc, en fait, l'intérêt majeur, c'est quoi? L'obtention d'un tel prêt, premièrement, déjà, ça crédibilise le projet de création ou de reprise et a un effet levier, en tout cas, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence partout où il a été mis en place. Il permet un effet levier significatif pour l'obtention d'un financement bancaire complémentaire. Et par ailleurs, ça permet de bénéficier de l'accompagnement de la plateforme, de l'association Initiative, qui lui accorde pendant la phase de démarrage et de premier développement de son activité. Donc, c'est deux avantages considérables pour la réussite d'une entreprise. Ça a été répété précédemment par les autres speakers. Donc, en fait, voilà, ces conditions d'attribution qu'on vient de détailler, qui sont le plus souvent liées à un accompagnement entrepreneurial, en font un outil de, je dirais, de responsabilisation individuelle et collective. Alors, ce qui est spécifique au prêt d'honneur par rapport à l'avance remboursable, par exemple, c'est que le prêt, il est octroyé à la personne et pas à la société. Donc, il est accordé à la personne physique et pas à une personne morale. Donc, nous croyons que c'est un outil qui répond de manière pertinente aux besoins des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, mais pas seulement les petits, qui peinent à mobiliser des financements en fonds propres. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond tout à fait à ma question. J'ai une autre question, cela dit.
Maintenant, les femmes entrepreneurs justement qui nous écoutent, comment ont-elles la possibilité de rejoindre justement votre réseau? Sous quels critères en fait peut-on être accompagné et financé par Initiative Tunisie? Alors, donc là, il y avait plusieurs questions. Alors, les femmes qui nous écoutent, alors je ne sais plus si Samir Dineri l'a précisé, mais à fin 2019, nous comptions 38% de femmes parmi nos clients ou parmi nos bénéficiaires de prêts d'honneur. Donc, alors, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas encore la parité, mais c'est quand même un chiffre très important et que l'on cherche à augmenter. Donc, en fait, c'est très simple. Comment faire pour solliciter un prêt d'honneur, hein, si c'est bien ça la question? Alors, en fait, il faut simplement adresser une demande de rendez-vous à l'association la plus proche de l'entrepreneur. Donc, dans le cadre du réseau Initiative Tunisie, si votre dossier présente de bonnes garanties de viabilité, vous devrez le présenter et le défendre devant un comité d'agrément. Alors, les comités d'agrément, ils sont composés de chefs d'entreprise, de professionnels, qui peuvent vous apporter votre réponse dès la fin à l'issue du comité. Alors, aujourd'hui, le réseau, il est présent à Médine, Gafsa, Kasrine, Sidi Bouzid, Djendouba, Le Kef et Kérouan. Donc, en fait, il y a un site internet, initiative-tunisie.tn, qui existe depuis quelques mois, sur lequel vous avez les coordonnées de chaque plateforme. Vous avez bien sûr un descriptif de l'offre et de la promesse qui est faite, qui est formulée par le réseau. Donc, n'importe quel entrepreneur peut se connecter à ce site et trouver les coordonnées de la plateforme la plus proche. Et le but, c'est simplement, très simplement, de prendre un rendez-vous et de se rendre à cette plateforme. Ça peut commencer par un entretien téléphonique, bien sûr, pour éviter des déplacements. Mais en tout cas, voilà, c'est relativement simple. Donc, ça ne marche pas sous appel à projet. Ça marche au fil de l'eau. Donc, dès qu'un entrepreneur sent qu'il a un dossier suffisamment intéressant et viable, eh ben, on invite ces entrepreneurs et ces entrepreneuses à contacter les plateformes du réseau avec lesquelles ils vont finaliser le montage du dossier, l'instruction, bien sûr. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir un accompagnement dans le traitement vraiment du dossier, du dépôt de dossier de prêt. Voilà. Je sais pas que ça on peut rappeler votre site internet. Alors, c'est initiative-tunisie.tn. Très bien. Caroline, tu voulais intervenir? Oui, 3 choses. Premièrement, M. Samir, il a dit que l'égalité de paiement était égale en Tunisie. Je tiens juste à rappeler que, et c'est la Banque mondiale qui le dit, il y a une différence de 15%, d'un. De 2, je voudrais savoir quel est le prêt moyen donné par Initiative Tunisie. Et de 3, dans les comités de sélection, est-ce qu'ils sont paritaires et quelle est la part des femmes présentes dans ces comités? Donc, si vous permettez, pour le prix moyen 2019-2020, il est de l'ordre de 12 000 dinars. Donc, pour les comités d'agrément, comme l'a dit notre directeur, c'est un comité d'agrément qui fait appel à des compétences. Bon, on n'a pas… Justement, quelle est la part des femmes qui sont dans les comités d'agrément? Réellement, je vous dis qu'il est de l'ordre de 10% maximum. Ben voilà, donc il faut commencer par là. Il faut commencer par là, monsieur, parce que les experts, les entrepreneurs, elles existent. Les experts en entrepreneuriat, elles existent. Et les experts en financement, elles existent. Ce n'est pas pour vous faire de dire d'un petit bout de doigt. Je dis simplement que les choses changent si les choses à la base changent.
Parce qu'un comité d'agrément, si vous êtes une femme entrepreneur et vous avez en face de vous 9 hommes et une femme, je peux vous dire que c'est très impressionnant. Donc, commencez, s'il vous plaît, et je pense que ça devrait être, peut-être que c'est déjà également ça me paraît logique que dans les comités de sélection, aujourd'hui, il y a une certaine parité. Je vous dis ça parce que c'est très impressionnant pour les femmes. On a les mêmes problèmes avec les pitch competition, on a les mêmes problèmes à chaque fois quand elles doivent présenter quelque chose, quel que soit le niveau, qu'elles soient de la région, de Tunis, bac plus 18, bac moins 18. Quand vous êtes devant un panel qui n'est pas paritaire, vous êtes en face des gens de vous qui ne vous représentent pas, vous perdez les moyens. Et vous perdez pas toujours les moyens, mais au moins, il y a peut-être des savoirs qui peuvent être plus élargis si vous aviez quelque chose qui est un peu plus logique comme est la vie, quoi, des hommes et des femmes. Et elles sont là, les expertes et les femmes entrepreneurs. Je peux vous faire toute une liste si vous voulez. Voilà, madame, toutes les femmes sont la bienvenue chez nous, mais je me permets de vous donner un exemple frappant. À Gafsa, nous n'avons aucune femme dans notre comité d'agrément et le pourcentage des femmes qui ont été bénéficiaires, il est de l'ordre de 60% et 40% d'hommes. C'est-à-dire, pour nous, si la femme mérite d'être financée par un prix d'honneur, elle le mérite, peu importe qu'elle soit femme ou homme. Je suis d'accord, monsieur, je suis d'accord, mais à la base, premièrement, il y a des femmes entrepreneurs GAFSA qui seront ravies de faire partie de votre comité, même pour votre comité de sélection, d'avoir d'autres manières de penser, de poser des questions. Et je ne dis pas qu'elles ne sont pas accordées, les prêts. Simplement, peut-être que vous pouvez même monter à 70%, à 80%. Et en plus, c'est un exemple pour les autres. C'est tout. Mais je suis ravie d'apprendre ça. C'est juste que mon rôle à moi, c'est que de tirer l'attention sur des habitudes qu'il faut changer. Et ça commence avec des panels. D'ailleurs, on n'appelle pas ça des panels, on appelle ça des manels qu'il faut changer. C'est tout. Oui, un autre exemple, notre unité de gestion d'initiative Tunisie à Tunis, il est composé de 3 femmes et 2 hommes. C'est la compétence qui prime pour nous. La compétence, c'est elle qui prime. On a 3 femmes et 2 hommes. D'accord. Non, mais on va en discuter en dehors de ça. Mais c'était juste une question que je voulais savoir, c'est tout. Merci. Et bravo pour votre travail. Bravo pour votre travail. Merci Caroline, merci Sissemir et merci Monsieur Vanel. Juste si vous permettez juste un ajout. Bien sûr. Par exemple, notre bailleur de fonds qui est l'Union européenne dans Tunis Bujetuna, parmi les objectifs qu'on devrait atteindre, c'est qu'on devrait financer 50% de femmes. Donc, un bailleur de fonds, si vraiment il tient à ce qu'il nous aide dans l'amélioration du pourcentage des femmes financées, qu'on mette le paquet ensemble. Donc, c'est l'un des objectifs qu'on devra atteindre pour le projet Tunis Bujetuna. Et nous sommes là pour coopérer, pour vraiment, comme l'a dit Mme Caroline, pour encourager les femmes à être présentes dans les comités d'agrément, dans les associations, dans toutes les activités, et dans le but d'augmenter le pourcentage des femmes financées par des prix d'honneur. Je vous remercie. Merci Sissemir. Monsieur Vanel, un dernier mot avant de passer la parole à Asma Ousketchi. Écoutez, on est bien sûr très sensible à l'intervention, à la précédente intervention. Donc, effectivement, la parité, on essaye de la chercher aussi dans nos équipes salariées et aussi dans nos comités d'agrément. C'est vrai qu'à l'origine, ça reflète aussi une certaine réalité dans les régions. Vous l'avez précisé tout à l'heure dans votre intervention. Donc effectivement, voilà, ça reste quand même un défi sur lequel on essaye depuis toujours et on essaiera encore de promouvoir et de soutenir le plus possible la contribution des femmes dans notre réseau et dans notre structuration.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Vanel. Je vais passer la parole à Asma Ousleti. Bonjour, Asma. Bonjour à tous. Alors, on va parler d'une plateforme, d'un mode de financement, pour le coup, qui est innovateur, dont on ne connaît pas tous les points positifs. C'est le crowdfunding, ou plus communément appelé aussi financement participatif. Donc, est-ce que vous voulez déjà nous rappeler qu'est-ce que c'est que le crowdfunding? Tout d'abord, je vous remercie, Lim et les organisatrices de cette belle opportunité pour que… Asma, excusez-moi, on ne vous entend pas très bien. Donc, si vous pouvez juste vous rapprocher du micro, peut-être. Je vais peut-être couper Voilà, mon caméra et essayer de faire mieux. C'est mieux comme ça, c'est bien comme ça, on vous entend bien. Ok, parfait. Alors, je disais que je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Tout d'abord, si vous me permettez, je vais me présenter très, très brièvement. Je m'appelle Asma Ousleti, je suis entrepreneur social et de formation ingénieur informatique. Je suis la cofondatrice de la plateforme de dons en ligne Shakaka.tn. Et je suis également un membre fondateur de l'Association tunisienne des technologies digitales. Donc, je suis aujourd'hui parmi vous afin de vous parler un petit peu d'une manière générale de Shakaka.tn et d'autres sujets qui concernent le financement plus particulièrement pour les femmes. Donc, Shakaka.tn, c'est quoi? C'est une plateforme associative de dons en ligne qui permet aux citoyens et associations de lancer des campagnes de dons. Des campagnes de dons au profit de projets, que ce soit professionnels, personnels ou tout simplement tout autre type de projet. Donc, le premier déclic, ça rejoint un petit peu la journée des droits de femmes, parce que le premier déclic que j'ai eu pour se lancer dans cette aventure, c'est que c'est suite à une diffusion d'un message d'une association dans la chaîne tunisienne qui a affiché son ribamba et qui demande de soutenir une femme qui est en situation précaire. Je me suis dit, voilà, si on pourrait faire quelque chose. Donc, du coup, j'ai essayé de construire une équipe et de faire monter le projet, qui est une plateforme de dons en ligne qui permet à des personnes invisibles dans des situations précaires principalement de pouvoir bénéficier de dons, que ce soit en Tunisie ou d'ailleurs. Parce que je faisais déjà partie de la diaspora en Tunisie. Au début, le premier défi que j'ai rencontré, mon challenge, c'est qu'en tant que je dis ça, je dis rien, hein. En tant que femme, ça n'a pas été tout à fait facile de convaincre que mon idée pourrait marcher. Donc, du coup, j'ai fait un effort supplémentaire. Peut-être une autre personne pourra faire moins d'efforts que moi. En tout cas, on a fait un parcours de combattant, on a construit l'équipe. Depuis 2016, on a lancé les études juridiques, les procédures administratives qui nous permettent de trouver une solution pour se lancer dans cette activité. Et notre projet Shakaka.tn a vu le jour en 2018. En quoi, grosso modo, pour celles qui s'intéressent de savoir un petit plus pratiquement c'est quoi, c'est que vous êtes une entrepreneur ou vous souhaitez lancer un projet ou vous souhaitez soutenir une cause solidaire, vous connectez sur la plateforme Shakaka.tn, vous remplissez un petit formulaire, après vous ajoutez vos documents d'identité, vous attendez la validation de l'administrateur, vous lancez, vous créez votre Shakaka, c'est-à-dire votre projet, vous le décrivez, vous ajoutez des images, un contenu numérique et après, vous commencez à partager sur les réseaux sociaux. Il y en a plein de possibilités de partage. Et après le partage, vous recevez la sympathisation de pas mal de personnes, que ce soit des personnes qui partagent autour d'eux aussi pour vous encourager ou des personnes qui passent à l'acte. Donc, du coup, ils vous font des dons pour votre cause. Et là, vous regardez en temps réel votre chakra en train de se remplir des dons. Où on est actuellement, bon,
après 2 ans et demi d'existence, il y a eu le financement de 358 projets sur Chakaka. Et notre fierté, qu'après nos analyses, on a 63% des utilisateurs de notre plateforme sont des femmes. L'usage de notre plateforme est de plus en plus mis en avant suite à la crise Covid. On a pu participer, on a pu être en collaboration avec plus de 400 associations pour le moment pour lancer des campagnes de dons au profit des causes, que ce soit pour financer ou pour aider les hôpitaux, quelques hôpitaux, afin de un petit peu surmonter ou acheter du matériel ou aider des communautés d'une manière générale à surmonter des difficultés. Voilà, c'est ça grosso modo. Et justement, quels sont les types de projets qu'on peut trouver sur chakaka.tn, même si la plateforme est ouverte à tout type de projet entrepreneurial et associatif. Mais globalement, est-ce qu'il y a une tendance? En ce moment, je ne vous cache pas, en ce moment, il y a une tendance, si on peut se permettre le terme, envers les projets culturels ou que ce soit des sympathisants du secteur culturel qui veulent aider des artistes qui souffrent déjà suite à la crise Covid. Il y en a des projets intercommunaux entre des communautés qui souhaitent s'entraider entre elles. Il y avait des projets en fait, des projets pour aider le montage des collectes qui encouragent le démarrage des projets culturels, agricoles, voilà. Est-ce que vous faites le suivi quant à ces fonds qui sont reversés? Est-ce que vous avez une idée sur les fonds ensuite et les associatifs? Le point positif que ces fonds leur ont tiré? Tout à fait. En fait, il y a un point crucial là. Il n'y a aucune collecte ou aucune chakaka qui n'a pas pu réussir sans avoir une communauté derrière. Donc, nous, de notre côté, on notifie la communauté que, par exemple, la collecte a été dépensée. Et là, on suit un petit peu, on encourage les personnes, enfin les organisateurs à donner suite aux personnes, aux donateurs. Mais pour nous, la preuve qui est très, très marquante pour nous, que la majorité des personnes qui font un don, ils reviennent et refont un autre don, un deuxième ou un troisième jour. Donc, du coup, il y a la conscience collective autour de ces projets et l'interconnexion de ces communautés qu'on est un maillon dedans, quoi. Donc, du coup, oui, on suit et on incite surtout les organisateurs à donner surtout suite. Et on a une sorte d'espace dédié autour des chakras. Chaque chakra a un espace dédié qui lui permet, l'organisateur lui permet d'interagir avec les différents contributeurs. D'accord. Alors, de manière plus générale, en juillet dernier a été votée la loi sur le crowdfunding, le financement participatif. Où en est-on par rapport à la mise en pratique sur le système entrepreneurial? La loi a été votée. Il y a eu aussi la sortie du loi au journal officiel de la République tunisienne en août 2020. Actuellement, tout le monde est en attente des textes d'application. Nous aussi, on est en attente pour pouvoir s'aligner et se métamorphoser afin de s'aligner à ce qui a été exigé. Donc, pour le moment, tout le monde est en attente. J'ai cru entendre qu'il y avait, j'ai eu des vents, qu'il y avait peut-être dans le futur proche, il y aura peut-être les textes de loi vont être diffusés et là tout le monde est en attente.
Très bien. Pour finir, Asma, est-ce que vous avez des conseils en particulier pour les femmes qui souhaiteraient recourir à une plateforme de crowdfunding? Donc, la première des choses, c'est que je rejoins complètement ce qu'a dit Madame Douja et Madame Caroline par rapport à deux choses, l'engagement et le réseautage. L'engagement, sans l'engagement, on ne peut pas arriver. Moi, personnellement, vu les difficultés que j'ai rencontrées sur Chakaka.tn, sur les procédures administratives et tout ça, si j'ai baissé les bras, je ne serais pas parmi vous aujourd'hui de vous parler de cette initiative associative. Donc, il fallait tenir bon malgré tout. Ça, d'une part, il fallait aussi savoir s'entourer de bonnes personnes qui peuvent bien nous aider et pouvoir tout d'abord monter ou essayer de construire une communauté autour de nous. C'est grâce à cette communauté-là qu'on va réussir une campagne de financement participatif. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler un petit peu des clés de succès. Peut-être ce n'est pas l'occasion en ce moment. Les clés de succès dans la pratique pour réussir une campagne de financement participatif en partant des collectes qui ont réellement cartonné chez nous. Entre autres, c'est parmi les raisons, c'est d'avoir un bon réseau, d'avoir une belle communauté derrière. C'est ça, grosso modo. Merci beaucoup, Asma. Merci beaucoup, Asma Wesliti, pour votre intervention. Merci. Merci à tous les intervenants aujourd'hui. On va passer à une séance de questions-réponses. Je pense que Caroline a une question, non? Caroline, à toi la parole. Désolée, oui, je vais rapidement. Premièrement, ça c'est pour Asma. Premièrement, vous dépendez de quel ministère si le crowdfunding va être appliqué? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous dites on a plutôt des femmes. Est-ce que c'est en termes de ceux qui se mettent, c'est les donatrices ou est-ce que celles qui mettent des projets sur votre site? Et troisièmement, quel est le montant en moyenne que le Chakaka récupère à chaque fois? Oui. En moyenne. OK. Est-ce que, Asma, Samahni, juste pour information, j'apprécie beaucoup. Samahni, j'ai pris la parole, Rim, c'est bon? Oui, bien sûr. J'ai arraché la parole. Pas de souci. Voilà, j'adore ce que fait Chakaka. Asma, bravo, excellent travail. Vous avez osé faire et c'est bien, c'est comme ça qu'on va pousser vers la loi. Je vous informe, pour celles qui ne savent pas, j'ai fait partie de la task force qui a travaillé sur la loi depuis plus de 3 ans. Et pour Caroline, le don arraché à la dernière minute à l'ARP, il va faire partie, il va être géré par l'instance qui gère les microcrédits, l'ACM. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas un ministère. Mais sinon, pour le reste, oui, Asma, j'espère vraiment que les textes de loi vont sortir très bientôt. On a fait un copil il n'y a pas longtemps. On est en train de pousser au maximum, mais on veut voir vraiment le crowdfunding naître et voir le jour. Et bon courage. Merci beaucoup, Douja. Je m'attendais à ce que vous interveniez. Je ne pouvais pas laisser passer parce que c'est un truc que je suis de près. Et je tiens vraiment à ce que ça se lance le plus tôt possible, donc autant que vous. Oui, merci beaucoup. Nous, on attend, surtout, on voulait avoir plusieurs solutions. On pense on croit fortement à ce qu'on sera plusieurs à exercer dans ce domaine pour qu'on puisse donner le mieux ou fournir le meilleur service aux Tunisiens d'une manière générale. Donc, du coup, on s'impatiente. Il y en a pas mal de personnes qui s'impatientent aussi. Hein. On est conscient. Je comprends très bien. Alors, pour répondre à la question de Caroline, c'est qu'on a 60% des utilisateurs de la plateforme en tant que lanceurs de projets, lanceurs de Chakaka, et on a 63%, je vais encore vous surprendre, 63% en tant que donatrice. Voilà. Donc, donc c'est donnant, prenant et donnant.
C'est une plateforme utilisée par les femmes. Alors. Exactement. Et déjà, voilà. le nom du plateforme, c'est féminin. Chakaka, c'est féminin dans le dialecte tunisien. Too much, quoi. Autre chose, vous avez demandé par rapport aux dons moyens, c'est bien ça? Dons moyens, mais aussi la demande de moyens au niveau de ceux qui lancent des projets. Donc, le don moyen, c'est de 90 dinars pour le moment. Et la demande moyenne, plutôt, nous, un modèle un petit peu, on laisse un petit peu le choix aux personnes. On a viré dernièrement le fait d'ajouter un montant objectif pour laisser libre choix les personnes, pour ne pas les décourager. Parce que parfois, vous mettez par exemple un objectif qui ne sera pas réalisable et vous comptez sur des personnes. Peut-être votre objectif sera atteint à 2-3%, donc ça, c'est décourageant pour les gens. On a préféré laisser la notion de montant objectif complètement libre. Mais par contre, je vais peut-être vous donner une autre information. On a eu des collectes de dons, on a eu des chakras qui ont dépassé les 42 000 dinars. On a eu des associations qui font mensuellement des collectes de dons qui dépassent les 25 000 dinars tous les mois. On a eu des associations, des ONG avec nous aussi. Il y a vu la Croissant-Rouge. Il y a eu pas mal d'associations qui ont pu collecter des dons au-delà de 20 000 dinars par chakra. Bravo, c'est excellent, Asma. Je vous en prie. Donc, nous, de notre côté, moi, personnellement, parce que c'est moi qui gère en partie le back-office, parce que c'est ma tâche à moi, on est une équipe, chacun de nous a pris sa part des choses. Je ne vous cache pas que j'en ai un engouement spécial, tout ce qui est projet que ce soit culturel ou des projets portés par des femmes. Du coup, je leur fais bénéficier gratuitement un petit peu de support. Je leur fais bénéficier aussi en les mettant en premier lieu sur notre page d'accueil qui présente un trafic mensuel de plus de 50 000 utilisateurs par mois. Donc, j'essaie, dès que je peux, dès que l'opportunité se présente, j'essaie de booster un petit peu, de pousser un petit peu. Alors, Asma, peut-être que vous pouvez rappeler le site internet de la plateforme. Je vais l'écrire sur… Donc, je vais l'écrire, c'est chakaka.tn. Excusez-moi, nos amis francophones, c'est neuf au dialecte tunisien. Alors, pour les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, chakaka.tn, c'est HA9A9A.tn. Voilà. Alors, merci beaucoup, Asma, et bravo pour ce que vous faites. On a dépassé largement le temps. Mais c'était que pour du positif. On va passer à la session de questions-réponses. Alors, j'ai déjà une question sur les réseaux sociaux d'une jeune femme entrepreneur qui demande, donc Monsieur Dinelli, ça vous est adressé, qui demande comment consolider mon projet avec les prêts d'honneur. Monsieur Dinelli? Monsieur Semir? Peut-être qu'il va nous rejoindre encore un peu plus tard. Une autre question. Oui, je vous écoute, s'il vous plaît. Oui. Alors. Marhaba, samahni. Je n'ai pas écouté la question, si vous permettez. Oui, une question d'une entrepreneur sur les réseaux sociaux qui demande comment consolider mon projet avec les prêts d'honneur. Bon, premièrement, comme l'a dit notre directeur, nos associations travaillent dans les régions où elles sont affectées. C'est-à-dire, une promotrice au KEF, si elle veut postuler un prêt d'honneur à l'KEF, qu'elle se présente à Initiative KEF
comme l'a dit notre directeur, il y a dans le site internet d'Initiative Tunisie le téléphone de ces plateformes-là. Donc, elle fait le montage, on l'aide à monter son dossier, son business plan et tout ça, et elle passe devant le comité d'agrément pour postuler un prix d'honneur. Donc, si on lui communique nos téléphones, elle peut nous contacter à travers les numéros qui existent dans le site internet d'Initiative Tunisie. Elle peut contacter la plateforme de son lieu de résidence. OK? Très bien. Merci. C'est le comité d'agrément qui décide, Rahul. C'est le comité d'agrément qui décide si vraiment elle peut postuler un prix d'honneur ou non. Donc, ce sont des experts bénévoles, des acteurs locaux de la région qui statuent sur la situation du prix d'honneur. Vous pouvez peut-être rappeler les critères de sélection? Bon, comme on l'a dit, le prix d'honneur, c'est généralement c'est une partie des fonds propres comme autofinancement du porteur de projet. Donc, le but escompté d'un prix d'honneur, c'est l'effet de levier. On aimerait bien que les banques croient que le fait d'avoir un prix d'honneur, c'est une confiance supplémentaire pour le projet et nous voulons que ça génère un effet de levier, c'est-à-dire dès que les banques s'aperçoivent que le porteur de projet a bénéficié d'un prix d'honneur, on peut lui accorder les prix bancaires. Et c'est ça ce qu'on veut avoir. Donc, qu'elle présente son dossier, nous, on l'aide dans le montage financier de son dossier, elle passe devant le comité d'agrément, et c'est le comité qui est souverain qui statue sur le sort de cette promotrice. D'accord? C'est clair. Merci. Okay. Une autre question d'une ou d'un internaute sur les réseaux sociaux. Comment financer un projet en économie sociale et solidaire? Peut-être que je peux laisser la parole à Douja. Douja Harbi? Oui. J'étais en train de débloquer mon micro. Comment financer un projet en économie sociale et solidaire? Tout à fait. Je pense que c'est la même chose que de financer un projet d'entrepreneuriat. En fait, voilà, d'abord, soyons clairs. Aujourd'hui, nous avons une loi sur l'économie sociale et solidaire qui, encore une fois, elle a été votée, mais on attend les textes d'application. Alors, je sais aussi, pour avoir aussi participé un peu à cette loi et l'avoir lu et parlé de ça quelque part, donc je sais qu'il y a des mécanismes aussi qui vont être prévus pour le financement de l'économie sociale et solidaire. Mais le financement le plus adéquat et le plus sympathique que je trouve, moi, pour l'économie sociale et solidaire, reste le crowdfunding. Parce que généralement, les gens qui financent le crowdfunding, ce sont des gens qui attendent, soit ils ont un coup de cœur pour une localité, pour une région, diaspora qui veut financer son quartier, sa ville, ou encore c'est des gens qui attendent des projets à impact, notamment social ou environnemental ou quelque chose comme ça, donc qui correspond un peu à leurs valeurs, sur quoi ils veulent travailler, etc. Donc, le crowdfunding reste une très bonne opportunité pour le financement de l'économie sociale et solidaire. Mais encore une fois, moi, je considère que si c'est des projets d'association, il y a les appels à projets auxquels ils peuvent répondre, il y a le crowdfunding, etc. Si c'est une entreprise sociale et solidaire, le financement reste toujours valable comme pour les entreprises normales, les entreprises, on va dire, conventionnelles ou normales, ou je ne sais pas comment on va les appeler, mais c'est presque la même chose. Voilà, en gros, pour faire simple. Très bien, merci Douja. Une autre question qui s'adresse, je pense, à Asma, qui est assez simple. Un don avec remboursement ou pas? Par principe, pour le moment, le don n'est pas remboursé. Déjà, c'est partout chez tout le monde.
Mais là, on a eu le cas où on a eu remboursé des dons. Mais ce sera au cas par cas et ce n'est pas tout à fait automatique. Je ne sais pas si j'ai répondu ou pas. Par principe, le don n'est pas remboursé pour le moment parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est le concept d'un don. C'est un don. Le concept d'un don, c'est qu'on donne, mais on n'attend pas forcément un retour. Oui. Mais par contre, on a eu le cas où on a remboursé des dons à des gens qui ont été faits, par exemple, par erreur ou quelque chose comme ça. On a eu le cas. Très bien. Merci, Yasma. Je vous en prie. Alors, une autre internaute qui demande Advance Tunisie, donc Eslem, je ne vois pas Eslem. Ah, si, elle est là, voilà. Elle est là. Advance Tunisie ou prêt d'honneur finance l'apport personnel pour une franchise. Donc, je pense que c'est une question. Donc, par rapport pour les franchises, donc, quel est le meilleur mode de financement? Est-ce qu'un prêt d'honneur ou un microcrédit, Eslem, peut-être que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Ton micro, Eslem. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Merci. Super. Donc, nous, on finance tout type d'activité, mais l'essentiel que la franchise, elle aura au moins 6 mois d'activité au minimum. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'est clair. Une autre question peut-être? Asma, on nous demande si vous pouvez répéter donc, les conditions de financement. Alors, répétez les conditions de financement de la microfinance. Alors, ce n'est pas adressé à Asma, mais à Eslem. Les conditions de financement pour un microcrédit en arabe, si c'est possible. D'accord, ok. Donc اللي حاب ياخذ معناتها un microcrédit لازم تكون عنده معناتها au moins une activité. المشروع نتاعو معناتها بدا عنده على الاقل 6 شهور. وبيان سور معناتها يلزم معناتها يكون عنده un garant. الجارون معناتها ينجم يكون un aval salarié والا un aval entrepreneur. وبيان سور الجارون معناتها لي بابيي اللي احنا نطلبوهم من الجارون معناتها دي بابيي تري تري سامبل اللي هما معناتها لي 3 dernières fiches de paie, une copie de carte d'identité et un extrait معناتها un extrait bancaire معناتها les 3 derniers extraits bancaires. وبيان سور معناتها l'entrepreneur صاحب المشروع ينجم معناتها يجيب الباتين نتاعو. وبيان سور احنا لو شارجي دو كريدي دو ادفانس تونيزي يتبع معاه البروسيدور كامله، يثبت معاه الاوراق اللي عنده الكل، و ابارتيغ دو لا معناتها ديكو يصب الدوس نتاعو في الاجونس فما اون كوميتي تشوف بيان سور معناتها يصير اناليز على معناتها اناليز على لي ديبونس اللي عنده وعلى لي روسيت اللي عنده صاحب المشروع. وبيان سور معناتها تصير ايتود ابروفوندي باش نجموا نفهموا احنا لا كاباسيتي نتاع الرامبورسمون. علاش؟ خاطر ما نجموش نعطيو كريدي ان مونطون كبير ا اون بيرسون اللي هي تلقى روحها الي انكابابل باش تخلص الكريدي نتاعها. سي تري امبورطون معناتها ما نجموش معناتها نعطيو ان كريدي يفوت القدره صاحب المشروع باش يسدد القرض نتاعو. دونك نعطيوه قد ما هو يستحق. اي بيان سور تصير فما اون كوميتي pour la prise de décision ونجاوبوه في ان ديلي ما يفوتش 7 ايام. Merci beaucoup Eslem. عايشك كريم، merci. On n'a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Je tiens à remercier tous les intervenants, tous les participants d'avoir répondu présent aujourd'hui. C'était une excellente session d'information sur les modes d'accès au financement. J'invite tous les participants actuellement à nous rejoindre sur la plateforme Spatial Chat pour une séance de networking privée.
Et je laisse le dernier mot à Caroline, que je remercie aussi du fond du cœur pour sa précieuse collaboration et son investissement pour la tenue de ce webinaire-là. Et j'espère que c'est le début de beaucoup d'autres collaborations. Avec grand plaisir, Rim. Vraiment, on est ravis. Et moi aussi, j'ai appris plein de choses sur les prêts d'honneur, sur le microcrédit et sur le chakaka. Je ne le dis pas bien, mais ça, c'est très bien d'apprendre que ça existe. Mais ça confirme ce besoin d'accès aux finances et que les femmes sont obligées souvent de passer par des chemins différents pour arriver à financer leur activité. J'ai 150 000 choses qu'on peut continuer à dire. Sachez que la visibilité est très importante et à chaque fois, essayer de mettre en amont les success stories des femmes en entreprise, mais aussi au-delà. Et l'accès aux finances, je pense qu'on va continuer à se battre là-dessus avec toutes les différentes partenaires, que ce soit les microcrédits, les ministères et les banques, parce que je pense que les banques deviennent aussi conscientes que c'est quelque chose, c'est pas pour faire du social, c'est une vraie opportunité économique. Et c'est quand même incroyable de savoir qu'il y a des telles disparités entre hommes et femmes dans ce monde, dans ce écosystème. Voilà, j'étais ravie d'être avec vous. J'espère effectivement qu'on va pouvoir avancer sur ce dossier-là et d'autres. Et donc, voilà, notre réseau de Next Women Tunisie est à votre disposition. Et je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent monter dans les deux sens. Voilà, et je vous remercie beaucoup les autres à nous avoir donné des inside information sur leur activité. Merci Rim. Merci de ton à tous. Initiative. Merci à toi Caroline, merci à tous. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.